souvent dans le tissu urbain. Et l'idée, c'est de favoriser la mixité sociale et culturelle. Ce qu'on va essayer un petit peu de questionner ce matin, c'est quel est l'intérêt de cette offre très sociale, en quoi est-ce qu'elle est spécifique, à qui est-ce qu'elle s'adresse, à quel ménage, comment ces opérations de réhabilitation sont produites. On le verra, c'est un montage qui peut être long, technique. Donc, on va essayer de comprendre un petit peu comment ça se fait, quels sont les acteurs qui sont en jeu. Autour de la table, du coup, on a quatre intervenants. Donc, Arthur L'Huissier, qui est directeur général d'Emploi pour tous. Yannick Pasmadjian, qui est responsable production et patrimoine à Emploi pour tous développement. Julie Courbin, qui est chargée de mission offre nouvelle de logement à la Fondation Abbé Pierre. Et Valentine Thomas, qui est chargée de mission à la FAPIL. Donc, avec ces quatre intervenants, on va essayer de répondre un petit peu à toutes ces questions. On va commencer par donner la parole à Arthur L'Huissier pour nous présenter un petit peu l'action d'un toit pour tous sur la réhabilitation des logements à destination donc des ménages les plus défavorisés, pour nous dresser un peu un tour d'horizon de l'action de l'association. Arthur, je te laisse la parole. Arthur, tu n'as pas ton micro ouvert, du coup, on ne t'entend pas. Hop, pardon. Merci Marine, bonjour à toutes et à tous. Je vais introduire un petit peu notre philosophie d'intervention et pour après passer le relais à Yannick qui sera plutôt sur la partie technique, c'est-à-dire comment on s'y prend concrètement pour arriver à ce que je vais vous planter comme décor. Donc, nous, un Toit pour tous développement, on est un petit bailleur social quelque part en Isère et on est spécialisé sur un type de production en réhabilitation, comme l'a dit Marine. On ne produit pas de logement neuf et on produit une typologie de logement assez ciblée. Donc, c'est ce qui est affiché sur votre écran. On est uniquement sur du logement très social. Grosso modo, le logement social, ça va de 5 € à 9 € le mètre carré de loyer par mois. Et nous, on produit uniquement des logements à 5 €, c'est-à-dire pour les publics les plus défavorisés en termes de budget. On produit uniquement des logements dans des quartiers à forte mixité sociale, ce qu'on appelle dans le diffus. Donc, on ne va pas construire un immeuble ou réhabiliter un immeuble entier. On va prendre un logement isolé dans une copropriété, dans un quartier attractif, et on va le transformer en logement très social dans l'objectif de pouvoir favoriser la mixité sociale, qui nous paraît être le meilleur moyen de travailler à l'insertion sociale des ménages les plus défavorisés et à impliquer tout le monde dans cette affaire. Un logement de qualité, on le verra, je vais détailler que les collègues prendront bien la main dessus, des réhabilitations thermiques assez importantes pour maîtriser le coût des charges. Vous verrez tout ça derrière. Et bien sûr, une capacité sur chacun de nos logements à pouvoir opérer pendant toute la durée d'exploitation. On parle de 50 ans, 55 ans. Une gestion locative adaptée, c'est-à-dire qu'ils sont tous derrière gérés en termes de gestion locative par notre agence immobilière à vocation sociale, qui a une capacité de réactivité et de proximité, et y compris de déclenchement d'accompagnement social si nécessaire auprès des publics concernés. Donc ça, c'est notre production. Donc on est un petit bailleur social atypique. On a 457 logements à fin 2021. On a un rythme de production de 20 à 25 logements par an. Alors, ça dépend un peu des années, des dates de signature des baux, mais on est à peu près sur ce rythme-là. On est situé principalement sur l'aire urbaine grenobloise, donc la métropole de Grenoble, la CAPV, donc la communauté d'agglomération du Pays Voironnais, qui se situe en allant vers Lyon. Et puis, on commence à travailler sur le Grésivaudan, donc la vallée qui se situe entre Grenoble et Chambéry. Voilà. Pourquoi on est sur cette zone-là en particulier? Parce que c'est là où on a une pression très forte sur le logement, avec des ménages qui, bien sûr, ne peuvent pas se loger compte tenu des prix de la location sur le marché classique ou de la pénurie de logement social. Qui on accueille? Donc, je vous ai montré en gros le type de logement qu'on produit, mais si on le produit, ce n'est pas pour s'amuser, c'est parce que ça doit répondre à un public qui aujourd'hui n'est pas suffisamment pris en charge. On a commencé par quelques photos parce que c'est toujours sympathique. Pour revenir sur quelques chiffres, j'ai parlé des plafonds de revenus. Vous avez à gauche un tableau qui vous présente les plafonds réglementaires qu'il ne faut pas dépasser pour accéder au logement social. Vous avez 3 colonnes avec des titres un peu jargonneux, PLAI, plus et PLS. C'est justement différentes typologies de logement social. Et donc, à gauche, le PLAI, c'est les logements
les plus sociaux, donc ils sont grosso modo en prix de production, ils sortent autour de 5 € le mètre carré en Isère, le loyer par mois. Et puis à droite, vous avez les logements qui sont toujours des logements sociaux, mais qui sont les moins sociaux, entre guillemets, dans la gradation et qui vont viser des ménages avec des revenus supérieurs. Et donc, ce qui est intéressant de regarder pour nous, c'est la colonne donc PLAI, et ça vous montre le plafond de revenus annuel que doit avoir un ménage pour pouvoir prétendre à rentrer dans les logements. Et donc, on voit qu'on est, par exemple, sur une personne seule à moins de 12 000 € de revenus par an. Donc on se base sur les impôts N-2, hein, avec des ajustements possibles. Donc, ça vous montre qu'on est sur des ménages avec des ressources très, très précaires. Ça, c'est le premier critère. Et du coup, comme nous, en tant que bailleurs, on ne produit que des logements qui sont liés à cette colonne-là et à ces prix-là au mètre carré et donc à ces critères de ressources, on se retrouve dans le tableau de droite à avoir forcément une typologie de locataires présents dans notre parc qui est, on va dire, budgétairement plus vulnérable que la moyenne des ménages qui sont chez un bailleur social classique. Alors, il n'y a pas forcément de bailleur social classique, mais si on prend la moyenne des bailleurs en France, ils ont grosso modo à un instant T, donc ça c'était sur les chiffres 2020, sur les grandes enquêtes nationales qui sont faites, qui ont toujours un peu de retard après dans l'exploitation, ils ont environ 24% des ménages de tout leur parc de logement social qui se retrouvent à 20% en dessous des plafonds plus, et nous c'est plutôt 44-45%, le double. Et puis vous avez la même chose si vous regardez ceux qui sont en dessous de 60% des plafonds plus, et puis ceux qui dépassent les plafonds plus. Donc ce qu'explique ces trois colonnes-là, c'est grosso modo qu'on a des ménages nettement plus en difficulté financière que la moyenne des bailleurs, et c'est ce qui nous différencie d'eux. Et puis, on le voit aussi sur un autre indicateur, c'est-à-dire le pourcentage de ménages logés qui sont bénéficiaires d'aide au logement. Chez un bailleur, grosso modo, c'est 50% de ces locataires qui sont bénéficiaires d'aide au logement. Chez nous, c'est 85-86%. Encore une fois, c'est lié au fait qu'ils ont des ressources moins importantes. Donc, évidemment, avoir un type de logement unique et très ciblé nous amène à avoir une typologie de population, enfin, dans une situation, on va dire, socio-économique assez ciblée sur les plus précaires financièrement. Ça, c'est un premier point d'approche, d'où l'importance de la gestion locative adaptée que j'ai citée tout à l'heure. Un autre point qui nous caractérise, qui va avec, on va dire, l'objet de notre association et de nos logements, on le retrouve aussi par les situations en amont. Je vous ai parlé de leur budget mensuel. Vous regardez maintenant d'où viennent les personnes en moyenne qui rentrent dans nos logements. 56% des personnes qui arrivent dans nos logements, avant de rentrer dans le logement, ils n'ont pas de domicile personnel. On pourrait penser que normalement, ils viennent soit d'un autre logement public, soit d'un logement privé. En fait, ils sont pour 56% hébergés chez un tiers, à la rue, dans un hébergement de fortune, campement, squat, une structure d'hébergement d'insertion en sous-location. Et notamment, on en a 35% de personnes qui viennent, les autres 35% qui viennent de logements dans lesquels ils n'arrivent pas à se maintenir. Donc, on a vraiment des gens qui sont orientés sur nos logements, qui viennent de situations relativement instables et précaires. Et donc, plus que chez les autres bailleurs sociaux. Donc, voilà. Et puis, on a un autre aspect qu'on peut regarder aussi, c'est la typologie des familles. Et on le voit dans nos logements, on a une grosse surpondération de familles monoparentales. Voilà. C'est 21% des ménages qui sont chez les bailleurs sociaux en Isère. Chez nous, c'est 43%, donc c'est quasiment le double. À l'inverse, on est un peu moins représenté sur les personnes isolées et pour l'instant un peu moins concerné par les personnes âgées vieillissantes. Alors, il y a deux choses à dire là-dessus. Évidemment, famille monoparentale, personnes isolées, c'est les deux catégories de population qui sont les plus touchées par le taux de pauvreté, avec les très jeunes, avec les jeunes, mais on va dire les jeunes, on est plus loin pour l'instant du logement social. Et pourquoi on a moins de personnes isolées? Ce n'est pas forcément qu'il y a moins de besoins, c'est que la typologie des logements qu'on a n'est pas forcément adaptée aux personnes les plus isolées, ce qui fait qu'on a en proportion plus de familles monoparentales. Qui dit famille monoparentale, derrière, renvoie à la vulnérabilité des familles à l'instant T, aux besoins d'accompagnement. Je ne vous cache pas que 99% de ces familles monoparentales sont des femmes isolées avec enfants. Voilà, et je crois qu'il y a un homme sur le lot, donc pour retrouver des choses qu'on connaît. Et donc, on est toujours sur ces situations familiales croisées à des situations économiques qui font des vulnérabilités importantes sur les ménages, ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a petite chose qui va de travers, les choses se déséquilibrent assez rapidement. Il y a un besoin d'intervention et d'appui auprès de ces ménages assez important. Deux autres chiffres, sur le vieillissement,
on est plutôt moins concerné que la majorité des bailleurs, mais on sait aussi que quand on a un public fragile qui peut avoir eu un parcours de rue important, les problématiques du vieillissement, elles commencent parfois plus tôt et même parfois une bonne dizaine, une quinzaine d'années plus tôt. Donc, c'est quand même quelque chose qu'on surveille parce que on peut se retrouver avec des ménages qui, dès 55 ans, selon leur parcours, peuvent qui sont similaires à ceux de ménages qui ont eu un parcours on va dire plus facile et moins chahuté au cours de leur vie. Donc, c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on soit vigilant dans les prochaines années. Dans les taux de rotation, ça, c'est-à-dire le nombre de logements qui reviennent à la location chaque année, on est toujours entre 9 et 10%. On est similaire aux autres bailleurs sociaux. Donc, on a environ 10% de logements qui se libèrent chaque année, le ménage 120, et qu'on remet à la location aux côtés des nouveaux logements qu'on produit. Et puis sur les impayés, on est assez stable autour de 4%. On est en train de surveiller un petit frémissement post-Covid, donc on est en train de regarder un petit peu ça. En France, la moyenne est à 2,7. Quand on se compare à la moyenne en Isère, on est en général assez proche, sous réserve de ce petit décrochage là qu'on commence un peu à observer chez nous. Il faut qu'on observe un petit peu plus dans le détail. Et puis bien sûr, c'est une question qu'on va surveiller étroitement dans les années qui viennent avec l'augmentation des coûts de l'énergie qui va arriver et qui s'annonce et sur lequel on a tous des craintes assez importantes. Je reviens sur les logements qu'on produit pour ces deux familles, pour après passer la parole à Yannick. Vous verrez qu'on a deux types de production chez nous. Le diffus en copropriété, la flèche de droite, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va dans une copropriété classique, où tout à chacun peut avoir son logement. On achète un logement dedans, un parmi les 10, 15, 50 de la copropriété. On le réhabilite. On en fait un logement très social dans le diffus. Ça peut être votre voisin de palier. Voilà. Ça, c'est à peu près 90% de notre production. Et puis, on a une production qu'on appelle monopropriété, c'est-à-dire que là, on va plutôt avoir un petit bâtiment où on va être entièrement propriétaire. Un petit immeuble de 3-4 logements, etc. Une ancienne grange qu'on va réhabiliter. Et donc là, on est monopropriétaire, on fait ce qu'on veut dessus. Et donc, en général, ça nous permet d'aller plus loin dans la partie réhabilitation thermique, typiquement d'intervenir par l'extérieur, de ne pas être dépendant ou de bénéficier, ce n'est pas forcément une part, des travaux ou de l'ensemble de ce qui se passe à l'échelle de la copropriété sur lequel on est un votant parmi d'autres, contrairement à la monopropriété. Voilà, juste en photo, je ne vais pas détailler après le prix des opérations. Voilà, ça c'est plutôt ce qu'on appelle une production dans le diffus en copropriété, un immeuble lambda. On va acheter un appartement à l'intérieur et ce que vous voyez à droite, c'est des photos après travaux qu'on est en capacité aujourd'hui de faire avec les différents partenaires. Voilà. Un autre exemple plutôt du coup en monopropriété, une commune qui avait une villa sur laquelle il y avait un projet urbain qui finalement ne s'est pas fait. Du coup, ils ont choisi de nous la confier pour qu'on puisse la réhabiliter entièrement. Et donc là, on a pu intervenir de manière plus libre que dans une copropriété. Voilà, un autre type de monopropriété où on a fait 2 logements. Là, pour le coup, c'était une vieille grange qui allait s'écrouler. On a pu faire 2 logements très sociaux assez sympathiques. Voilà pour les grandes lignes de la production et sur lequel Yannick va rentrer un peu plus dans le détail de comment on fait pour arriver à ça. Merci Arthur pour cette présentation. Effectivement, on va passer la parole à Yannick Pasmadjian, ton collègue du coup, à Un Toit pour tous, pour un petit peu nous expliquer ce cheminement entre la prospection d'un bien et puis finalement ce qu'il advient d'un logement très social tel qu'il est produit et géré par Un Toit pour tous. Yannick, on te laisse la parole et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si vous en avez au fur et à mesure des présentations de chacune. Merci Marine. Effectivement, ce que je vais faire en fait, c'est qu'après la présentation effectivement d'Arthur, on a pris l'angle de vous proposer un petit peu pour produire cette production et pour réaliser cette production qui est un peu spécifique. On a voulu vous présenter en fait la spécificité en fait nécessaire à une production en diffus et du coup on a pris cet angle-là. Je vais voir si ça marche. Non, dans l'autre sens, on y est. Voilà. L'objectif, en fait, c'était de vous présenter les 4 grandes étapes de la production d'Un Toit pour tous développement et comment on se prend dès le départ, effectivement, à monter des opérations comme ça.
et à chaque fois de réussir à vous mettre en avant la spécificité de l'outil en fait de production pour réussir à réaliser des opérations en diffus à taux pour tout développement. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, l'objectif, c'est de mettre en avant et de maintenir effectivement l'objectif partagé du public en fait qui est derrière. Effectivement, le fait que quand on touche du public, Arthur l'a bien détaillé depuis des midi, effectivement, il ne faut pas perdre de vue le pourquoi on produit ça, c'est-à-dire que on va aller regarder la fonctionnalité sociale du logement et on va aller regarder aussi la capacité du logement à aider le public, les publics les plus démunis à s'intégrer, à s'insérer effectivement par le biais du logement. Donc, quatre grandes étapes que je vais vous détailler rapidement. Ici, on a souhaité effectivement vous mettre en perspective la question de la prospection foncière et jusqu'à l'acquisition. Pourquoi? Pour réussir à produire des logements très sociaux en copropriété, il faut avoir une réactivité et une capacité effectivement entre le moment où on trouve un bien, que ce soit par la première colonne, une recherche ciblée, que ce soit le Bon Coin, les agences, le réseau, n'importe quel angle, n'importe quel support sur lequel la prospection va arriver. L'urgence, en fait, c'est de comprendre qu'on est sur le marché libre et c'est qu'il faut qu'on réussisse à être en capacité, on a mis une semaine, mais sous 10 jours, en fait, de pouvoir visiter, voir si le bien correspond à notre cahier des charges, d'aller visiter ce logement, de réaliser une préétude comme ça suite à une seule visite et de pouvoir aller faire une offre sous une dizaine de jours auprès d'une agence ou d'un particulier qui a d'autres potentiels acheteurs. Voilà, vraiment, ce qu'on voulait mettre en avant ici, c'est ça. Et ça nécessite forcément une réactivité très importante et une capacité d'étude. Arthur le disait, 90% de notre production est en copropriété. Donc, un des gros enjeux sur cette production et sur cette captation-là de foncier, effectivement, c'est d'être en capacité d'aller analyser le risque pour le bailleur, 55 ans derrière en gestion, c'est-à-dire qu'il faut, vérifier que la copropriété permette aux futurs locataires de s'intégrer normalement, 2, que le futur propriétaire, un toit pour tout développement, et les capacités financières aussi d'être un bon copropriétaire dans cette copropriété-là. Je parle de l'analyse des AG de copro, le coût des charges pour le locataire, est-ce qu'il y a des travaux qui arrivent, est-ce que la copropriété fonctionne bien. Voilà, c'est une analyse qu'il faut faire très rapidement entre la visite et l'offre. Et puis, bien entendu, il faut, sur le logement en lui-même, vérifier la capacité du logement à pouvoir être réhabilité et atteindre les performances énergétiques qu'il souhaite, puisqu'il faut absolument qu'on arrive sur des réhabilitations thermiques performantes afin de limiter les charges pour les locataires qui sont là. Après, on vous a mis sur l'histoire de l'offre négociée, un mécanisme vertueux, parce que la spécificité de cette production-là, en fait, c'est qu'un toit pour tous va prospecter le logement, va faire toute l'analyse technique en fait, de la capacité à produire un logement très social, et puis après, derrière, va signer une promesse unilatérale de vente avec le vendeur ou un compromis, ce qu'on appelle un compromis. Et la particularité, c'est que un toit pour tous, en fait, ne va pas acheter directement le foncier. C'est l'établissement public foncier local qui va se substituer à ce compromis-là, qui va acheter le bien et qui va le rétrocéder à bail à réhabilitation à un toit pour tous par la suite. C'est un montage un peu compliqué comme ça sous le papier, mais très vertueux, puisque ça nous permet effectivement de bénéficier d'une exonération de la taxe foncière sur toute la durée du bail, ce qui est un levier important financier pour les opérations comme celle-ci. Ça, c'était sur la partie prospection. Eh bien, je vais y arriver, je pars toujours dans l'autre sens. Ensuite, vous dire quelques mots aussi, puisque pour réaliser une production comme ça, on voulait dire quelques mots aussi sur la partie complexité du montage d'opération, c'est-à-dire pour équilibrer une opération comme ça, il faut effectivement avoir une multitude de partenaires et généralement, une opération égale un logement, donc égale à chaque partenaire et demande dessus, égale aussi un dossier. On fait un dossier pour un logement, ce qui complexifie un petit peu le travail, mais surtout, c'était mettre en avant la multitude de partenaires, les collectivités, les communes, le département, l'État, la métropole, le PFL qui intervient aussi. On s'aperçoit pour réussir à produire un PLAI
et notamment un PLAI adapté, puisque l'objectif est bien là, c'est qu'un toit pour toutes, au vu du public qui loge, nous devons, dès la conception de l'opération, nous devons tout de suite imaginer la production d'un PLAI adapté. Et c'est un objectif qui est fixé dès le départ, qui n'est pas forcément tout le temps atteint, mais on est sur du 80%, je crois, de la programmation qui est en PLAI adapté, le reste étant en PLAI simple. Donc, tout ça nous impose effectivement des demandes de subventions et un regard très précis sur cette production. Et puis, on a mis l'autre partie, c'est qu'effectivement, sur le plan de financement, l'équilibre d'opération, on a toujours des choix à faire entre la surface, on n'isole pas. Il faut isoler pour protéger, mais on perd de la surface, ça veut dire qu'on perd des loyers puisque les loyers sont pondérés à la surface. On est toujours sur cette complexité de prise en compte dans les plans de financement et d'un équilibre entre la performance la performance économique avec la surface et puis la performance derrière thermique. Sur la partie spécificité, sur la partie conception, on a acheté le logement, on a monté et on a financé le logement avec un plan de financement. La troisième partie, c'est de réaliser les travaux, puis aussi mettre en avant les spécificités d'un toit pour toutes, et aussi mettre en avant le fait que nous avons un bureau d'études qui est en maîtrise d'œuvre et en suivi de travaux qui est internalisé dans notre structure. Et c'est pour pouvoir répondre à la rapidité, si vous voulez, d'intervention et cette production qui est très spécifique. Ça veut dire qu'on a, dès la réalisation de l'acquisition, voire même avant, entre le compromis et l'acquisition, on a une équipe d'architectes et de conducteurs de travaux en interne qui vont aller directement réaliser eux-mêmes toute la partie études, que ce soit les plans, l'étude thermique, les descriptifs travaux, et qui vont du coup travailler dès en amont sur l'opération. Et cette équipe-là réalise aussi le suivi de chantier. C'est important, c'est important pour la question de réactivité, on en parlait tout à l'heure. On est sur des opérations de travaux de 30 à 40 000 euros dans des copropriétés. On a besoin d'une réactivité importante, que ce soit dans la réalisation des études et dans le suivi des travaux. C'est pour ça qu'on a pris l'option et on a besoin de toute façon d'avoir internalisé ce service de suivi de travaux dans mon équipe de développement. C'est très important parce que on parle beaucoup de faire beaucoup de travaux sur les qualités énergétiques des logements, mais on s'aperçoit que le suivi de ces travaux-là est très important puisque la mise en œuvre peut faire en sorte que la performance peut être vraiment diminuée si la mise en œuvre n'est pas très bien suivie et pas bien réalisée. On sait très bien où on en est. Du coup, avoir une équipe de maîtrise d'œuvre qui suit les chantiers toutes les semaines sur place et avec des collaborations, des partenariats avec des PME et des très petites entreprises et des artisans, c'est aussi important d'avoir cette réactivité-là pour pouvoir produire ce type de logement-là. Et puis, pour finir, il y a la partie, on a appelé ça entretien des logements et patrimoine. Notre spécificité aussi, c'est qu'on a 450 logements qui sont à peu près dans 250 copropriétés. Donc, vous comprenez bien que la spécificité d'être un copropriétaire lambda dans une copro de 20 logements engendre pas mal de suivi derrière, que ce soit sur la gestion locative adaptée, mais que ce soit aussi sur la gestion pour le compte du propriétaire de son rôle de propriétaire dans la copropriété. Et là, on a voulu mettre en avant effectivement cette spécificité-là d'être représenté ou représentant, ou de moins de suivre ces 250 copropriétés, que ce soit au niveau de leur état, du suivi, que ce soit au niveau des AG de copro. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très particulier dans cette production-là et on voulait aussi le mettre en avant. Et puis, on a mis un petit texte aussi sur la démarche qui est en cours sur le plan stratégique de patrimoine, puisque en lien avec cette spécificité d'être en copropriété, on a démarré un travail depuis 2 ans sur l'élaboration d'un plan stratégique de patrimoine qui consiste par faire un diagnostic de l'état des logements, mais pas que, puisqu'on voit que les 4 thèmes qui ont été mis en avant par un toit pour tous développement, c'est d'aller voir
lors d'un diagnostic et de vérifier ce qu'on appelle la fonction sociale. Est-ce que le parc d'un toit pour tous correspond toujours à sa fonction sociale d'insertion par le logement? Ça, c'était quelque chose qui était très important dans cette analyse-là. Bien sûr, aller voir la technique, dans quel état est le logement, pour s'assurer d'une pérennité et de l'état des logements dans le temps. Aller voir aussi l'état de la copropriété, hein, que ce soit techniquement ou financièrement. Hein. On revient toujours à le logement est un outil d'insertion. Donc, pour un toit pour toutes, est-ce que le logement a toujours cette fonction-là et est-ce qu'elle est en état de remplir cette mission-là? C'est toujours le regard que le PSP a voulu prendre. Et puis, on est aussi allé voir les opérations. Il y en a certaines qui ont été montées dans les années 90. Est-ce que ces opérations-là, en termes de rentabilité, d'équilibre économique pour la structure, sont toujours aussi performantes et pérennes pour pouvoir maintenir ce logement social dans le temps? Bon, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, les premières analyses qu'on a faites de ce plan stratégique de patrimoine confirment la fonction sociale et la bonne santé de ces logements, et la fonction sociale de ces logements, de 450 logements d'un toit pour tous développement. Voilà. Merci Yannick, on a bien compris le montage donc, de ces opérations qui nécessitent pas mal de partenaires autour de ces projets et puis un suivi important également de la part d'un toit pour tous. On vous propose maintenant de donner la parole à la Fondation Abbé Pierre, donc à Julie Courbin, qui est chargée de mission offre nouvelle de logement à la FAP. Elle va un petit peu nous donner les enjeux qu'identifie la Fondation Abbé Pierre sur la maîtrise d'ouvrage d'insertion. Et puis, elle va un petit peu faire un pas de côté en nous délivrant les principaux enseignements que le programme Toi d'abord a pu commencer à délivrer à la Fondation Abbé Pierre. Donc, Julie, on vous laisse la parole. Bonjour à tous. Oui, moi, je voulais déjà qu'on... Alors, est-ce que je peux changer la slide? Non, c'est ça, c'est à toi. Je sais pas la fonction, il faut que je le fasse. OK. Non, la question, c'était un peu d'où la Fondation parlait et sur les questions de transition écologique et de lutte contre la précarité énergétique. Et forcément, nous, c'est quand même grâce à nos donateurs qui nous font confiance. On peut soutenir à peu près 900 projets associatifs par an. Et c'est par ces projets-là qu'on arrive quand même à justement se nourrir de ce que font nos partenaires, comme Un Toit pour tous et Un Toit pour tous développement. Et donc, c'est via le soutien à l'action, que je présente après, on a permis tout cet historique à la fois par la création du réseau Rappel en 2007, dont on fait partie et qu'on soutient depuis 2007, donc ça commence un petit peu à dater. Ensuite, par les services locaux d'intervention pour la maîtrise de l'énergie. Je sais qu'il y en a à Grenoble, je crois, à l'échelle du CCL, c'est mon souvenir, à moins qu'il se soit élargi. Et aussi par la production de logements très sociaux. Donc, nous, on en a soutenu plus de 9900 depuis 2005. Donc, je pense que cette année, on va soutenir le 10 millième. Ça va quand même être un sacré cap. Et je crois que ça fait plus de 75 millions d'euros. Et toujours est-il que cet historique-là, voilà, c'est comment nous, ça nous a permis aussi de faire du plaidoyer pour des lois comme la loi de transition énergétique pour la croissance verte, ou juste pour rappeler, c'était en 2015, il n'y avait même pas le mot précarité énergétique dans cette loi quand même, qui se voulait être une loi de transition pour tout le monde et qui avait un peu oublié a priori les ménages les plus démunis. Donc c'est aussi dans cette loi où ils ont essayé d'instaurer l'idée d'un critère de performance énergétique dans le décret d'essence. Enfin, nous l'avons beaucoup poussé avec pas mal de partenaires. D'ailleurs, cette loi de 2015, le décret n'est sorti qu'en 2017 et je pense qu'on en voit aujourd'hui un peu les effets dans la question des DPE et des baux, mais petit à petit. Donc, je sais que c'est un vrai sujet pour tous les bailleurs. Mais voilà. Donc, en tout cas, on va peut-être passer à la suite sur le programme Toi d'abord. Et donc, oui, puisque moi, je travaille sur le programme Toi d'abord, qui fait partie du secteur offre nouvelle de logement. Ce secteur, il soutient à la fois l'amélioration de l'habitat des communautés, un peu le développement de tiers-lieux. On commence tout juste. Mais quand même, le gros de l'activité depuis des années, c'est quand même vraiment le programme Toi d'abord, qui soutient vraiment donc, la production de logements très sociaux, en PLAI comme Un Toit pour tous ou en ANA en rénovation, du diffus, des projets de pension de famille et des petites résidences sociales jeunes. Donc l'idée, c'est quand même qu'on soutient essentiellement des organismes agréés sur la maîtrise d'ouvrage d'insertion, mais pas que. Ça peut être aussi des associations qui portent un projet social et qui sont accompagnées par des bailleurs HLM, notamment sur les projets de pension de famille.
Ou après, en même temps, si un bailleur HLM nous propose des projets incroyables avec un accompagnement social fou et qui permet de loger les personnes les plus précaires, on n'est jamais fermé à la discussion, en tout cas. En tout cas, l'idée, c'est que nous, on peut soutenir jusqu'à 10% du coût de l'opération. Alors, je pense qu'on va dire que c'est jamais assez, mais c'est déjà ça. Et que depuis 2012, on est reconnu programme de lutte contre la précarité énergétique, parce qu'on avait fait une grosse étude qui nous avait permis de qualifier le gain moyen des opérations qu'on soutenait de plus de 64%, donc entre le avant et après travaux, ce qui est quand même, quand on pense que pour l'ANA, pour avoir une subvention, c'est 35% de gain énergétique, on peut dire que quand même nos partenaires font du bon boulot. On peut passer à la suite. Juste ce programme-là, en 2022, c'est marrant parce que c'est la crise et pour autant, on a eu beaucoup de projets et donc on a pu soutenir plus de presque 560 logements dans 96 opérations et 9 personnes de famille. Donc, ça nous fait à peu près plus de 5 millions d'euros avec un soutien financier moyen de 11 000 euros par logement qui augmente un peu d'année en année. Mais ça, après, bon, je pense qu'il ne faut pas en faire des grandes théories sur... donc, on a fait un petit zoom en Auvergne-Rhône-Alpes et en Isère. Donc, l'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est à peu près 10, les soutiens, en tout cas financiers, c'est 17% de l'ensemble de ce qu'on a soutenu, ce qui est quand même pas négligeable. Et dans tout ça, quand même, c'est 56% de ce qu'on a soutenu en Rhône-Alpes. Donc, ça veut dire que globalement, plus de la moitié, enfin, l'Isère, c'est plus de la moitié de ce qu'on a soutenu en Auvergne-Rhône-Alpes. En même temps, on a quelques partenaires, mais voilà. Et ce qui est le plus intéressant, c'est surtout que dans l'Isère, c'est surtout on va dire qu'un Toit pour tous, c'est quasiment notre seul partenaire. Si on n'avait pas eu un projet de pension de famille du relais aux ANAM, vous auriez été notre seul partenaire en Isère. Et vous voyez que le soutien moyen à un Toit pour tous, c'est un peu plus faible qu'ailleurs, parce que peut-être ils arrivent à nous demander un peu moins de sous, notamment parce qu'on va quand même remettre en perspective le fait que l'État local, enfin, la subvention PLAI, même si elle a un peu baissé ces derniers temps, elle reste quand même bien plus élevée qu'ailleurs. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas lâcher ça. Voilà. Je pense qu'on peut passer à la suite. Nous, sur la question, justement, le contexte, qui est quand même pas très positif, tous nos partenaires quand même constatent quand même des hausses de coûts de travaux de 25 à 30% au moins depuis un an. Donc, ce qui met vraiment en péril la question de la faisabilité des opérations. Des fois, on peut nous demander des soutiens supplémentaires, mais ça ne règle pas forcément la faisabilité de l'opération. Un contexte global, mais qu'il y avait déjà dans la métropole de Grenoble, c'était quand même le passage de la subvention PLAI au forfait. Alors, ça permet d'être clair de loin, c'est juste que ça ne s'ajuste pas forcément à la variabilité des coûts des opérations et du foncier. Ensuite, ça c'est pareil, c'est aussi la question de ces opérations reposent aussi beaucoup sur la question des financements des collectivités locales, donc comme les départements, régions, intercommunalités, communes, et que c'est quand même des financements qui sont très liés au mandat politique, donc très variables dans le temps, avec pas forcément beaucoup de perspectives. Or, pour produire, il faut quand même arriver à faire il faut donner de la visibilité aux opérateurs, ce qui est un peu difficile. Et par exemple, je crois que récemment, là, c'est plus moi qui travaille sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais la région, je crois, fait donner avec quelques variations qui ne facilitaient pas les partenaires qui essaient de la mobiliser. Ensuite, forcément, nous, là, on n'a pas encore d'éléments vraiment pour pouvoir l'objectiver dans le détail, mais que forcément, la hausse du coût des énergies actuelles va forcément faire un carnage même à des ménages qui sont très bien paylisés et normalement des logements économes. Et aussi, même sur des questions de conception, c'est comment des logements qui étaient... Enfin, nous, le gros de la production qu'on soutenait, globalement, c'était des logements chauffés au gaz. C'était quand même l'énergie la moins chère, la plus confortable. Et que, on va dire que les solutions bas carbone et la hausse du coût du gaz aujourd'hui re-questionne toutes ces stratégies. Donc, je n'ai clairement pas la solution à proposer. Mais forcément, ça repose des questions sur les manières de faire. On peut passer à la suite. Là, je vais faire très rapidement parce qu'en plus, Arthur a déjà présenté un peu le profil des personnes qui logent. Alors, on ne fait pas exactement les mêmes cases, mais globalement, nous, on s'y retrouve. C'est sûr que nous, par exemple, sur les personnes qui ont connu la rue et le squat, on le ressent vraiment dans les personnes qui sont logées en pension de famille. Et que, oui, on a au moins aussi, je pense qu'il y a déjà quelque chose qui a dû changer, mais en tout cas, nous, dans les personnes logées en diffus, on avait au moins 64% de familles monoparentales, dans mon souvenir. Donc, on est quand même sur des profils quand même globalement aussi très précaires, avec, on a quand même la moitié des personnes, et en plus, c'était jusqu'en 2017, qui étaient sous le seuil de grande pauvreté, donc c'est même pas le seuil de pauvreté. Donc, ça montre quand même bien la fonction très sociale de ces
de ces logements. Sur la question de la capitalisation, parce qu'on aime bien revenir en arrière et re-questionner ce qu'on a pu financer aussi pour donner à voir à nos donateurs à quoi sert leur argent et nous, des fois aussi, réinterroger nos pratiques. Donc, en 2018, on a fait une étude socio-ethnographique auprès d'une vingtaine de ménages du programme, donc au moins un ou deux, je crois, Donne-toi pour tous. Et donc, les gros enseignements, c'est que la question, c'est déjà d'où venaient les personnes et que ça, c'est plutôt surtout du logement indigne et de l'hébergement, qu'ils étaient tous en précarité énergétique et qu'ils en sont tous sortis, ce qui est plutôt une très bonne nouvelle, qui sont très contents de ne plus se priver de chauffage. Il y avait vraiment un vrai sujet sur la question du recours à l'électricité en termes de type de chauffage, notamment, je pense, sur la qualité des émetteurs de chauffage électrique. Alors, donc, ce qui est d'autant plus questionnant avec les stratégies du moment où on valorise le tout électrique. Il y avait quand même un vrai sujet, en tout cas des points de vigilance sur le choix des équipements et l'aménagement des logements, aussi bien des placards que des cuisines, enfin des fois le bâti ancien, parce que nous, c'est surtout de la rénovation qu'on soutient. Et le bâti ancien peut avoir ses contraintes qui font qu'en termes d'usage et de confort d'usage, ce n'est pas toujours simple. Et après, il y avait quand même un vrai sujet qui avait été ressorti parce que les sociologues avaient aussi bien interrogé des habitants que les professionnels. Et donc, il y avait un vrai sujet sur la question de la communication et du travail en transversalité entre les différents métiers, entre la production, l'entretien et l'accompagnement. Alors, je sais qu'un toit pour tous, je crois que ça roule plutôt bien et ça discute bien, mais ce n'est pas le cas de tous nos partenaires. Et donc, justement, suite à cette étude, on peut passer à la suite. Justement, nous, on s'est vraiment re-questionné sur de plus en plus de projets, pardon, mais cette étude nous a fait réfléchir. Et aujourd'hui aussi, on voit quand même, il y a beaucoup de projets qui questionnent la qualité des espaces à vivre. Aussi bien sur la question de l'adaptation à la composition du ménage, et le PLAI adapté amène notamment à cette question-là, c'est parce que pour solvabiliser les personnes, il faut les condenser dans un espace plus petit. Donc, ça repose aussi la question de la notion d'intimité, de l'équipement et des rangements, parce que ceci, c'est avec quel revenu et quelles ressources physiques on arrive à aménager son logement, ce qui n'est pas toujours simple. Donc, sur la question des placards au mur, etc. Et que toutes ces questions-là, elles ont été forcément exacerbées par toutes les périodes de confinement qu'on a pu connaître. Donc, aujourd'hui, on essaie quand même pas mal de réfléchir à ces questions avec nos partenaires. Et justement, là, cette année, en 2022, alors, je ne travaille pas dessus, mais d'autres collègues expérimentent avec un toit pour tous une co-construction de logements abordables avec un groupe de locataires, un collectif d'architectes, pourquoi pas, et dans l'idée aussi de voir quels enseignements ça peut raconter et comment on pourrait essayer d'arriver à diffuser ça à d'autres structures. Et peut-être un petit rapide sur le dernier, voilà, ça c'est la petite promo interne sur les collègues qui organisent la journée contre la précarité énergétique. La première édition, c'était l'année dernière. Là, cette année, on recommence. Donc là, il y a un colloque le 23 novembre à Paris. Mais c'est surtout dans l'idée de tous les acteurs qui luttent contre la précarité énergétique, comme un toit pour tous. C'est comment chacun peut essayer de valoriser en France, sur son territoire, les questions de précarité énergétique et les mettre un peu en valeur autour de ces dates-là. Je crois que c'est le 24 novembre. Je ne sais plus la date officielle. Donc voilà. Donc si vous trouvez que vous êtes un acteur de la précarité énergétique, n'hésitez pas à référencer votre événement ou votre action sur le site. Il y a tout plein d'informations sur le site internet de la JCPE. Voilà. Merci beaucoup, Julie, pour cette présentation très, très intéressante sur ce que fait la FAP et sur ce programme Toi d'abord. On va maintenant donner la parole à Valentine Thomas, chargée de mission à la FAPIL, pour un petit peu qu'elle nous donne les enjeux qu'identifie la FAPIL sur cette question de maîtrise d'ouvrage, d'insertion, de réhabilitation des logements. Valentine, je te laisse la parole. Et n'hésitez pas d'ores et déjà, puisque le temps passe assez vite, à mettre vos questions dans les questions-réponses pour qu'on puisse les voir ensemble après la présentation de Valentine. Merci Marine, bonjour à tous et toutes. Ah, alors attendez, j'essaie de... Ah oui, oups. Hop, bon, vous avez eu un petit avant-goût. La FAPIL, en quelques mots, on est une fédération qui rassemble 135 adhérents, principalement des associations, sur les questions
de logement d'insertion. Insertion par le logement et des associations qui interviennent autour de 4 métiers, dont certains vous ont déjà été présentés par Un Toit pour tous et qui sont la production de logement, la gestion locative adaptée, l'accompagnement social et l'accès aux droits. Donc, toutes nos associations ne portent pas toutes ces 4 logements en même temps, ces 4 métiers en même temps, mais voilà, c'est ceux qui sont représentés au sein du réseau. Notre rôle en tant que fédération, c'est de rassembler, de fédérer, de faire échanger les organismes, nos adhérents autour de ces 4 métiers, les informer, les former aussi, et puis avoir un rôle d'interpellation des pouvoirs publics autour des questions de logement, de lutte contre le logement, d'accès au logement des personnes les plus précaires, et de contribuer en formulant des propositions pour les politiques publiques qui touchent ces sujets-là. Parmi les 135 adhérents, on a 31 organismes qui sont agréés au titre de la maîtrise d'ouvrage d'insertion, j'y reviendrai, et du coup, qui ont cet agrément comme Un Toit pour tous, qui leur permet de produire du logement social. On a aussi d'autres associations, notamment qui gèrent des logements via notamment des agences immobilières à vocation sociale. Et en tout, toutes ces associations gèrent 40 000 logements, accompagnent, accueillent, aident 72 000 ménages sur une année donnée, et produisent autour de 300 logements par an. Donc la maîtrise d'ouvrage d'insertion, on n'est pas vraiment rentré dans le détail jusqu'ici de ce que c'était, mais en bref, c'est un agrément délivré par l'État et qui permet au monde associatif, donc aux associations et aux organismes issus du monde associatif, de produire des logements sociaux, au même titre que les organismes HLM. C'est un agrément qui a donné, par exemple, à Un Toit pour tous, le statut de bailleur social, ce qui leur permet d'avoir accès à des financements du logement social, ce qui les soumet aussi à un certain nombre d'obligations et de contrôles qui sont les mêmes que ceux des organismes HLM. Donc là, vous voyez la petite carte des organismes MOI. MOI, le petit et le raccourci agréé sur le territoire national et qui sont les organismes de la FAPIL. Il y en a d'autres qui font partie d'autres fédérations. Voilà, on voit quelques trous dans la carte, mais globalement, une assez bonne répartition sur le territoire national. Nous, ce qu'on aime bien dire à la FAPIL pour qualifier la production des organismes de maîtrise d'ouvrage d'insertion, des adhérents de la FAPIL, c'est que c'est une production qui n'a pas du tout vocation à remplacer celle des bailleurs sociaux, mais qui est des organismes HLM, mais qui est complémentaire, qui est différente et qui est complémentaire de celle des organismes HLM. Déjà, on n'est pas du tout sur les mêmes échelles de grandeur. Le monde HLM produit autour de 100 000 logements par an, un patrimoine d'environ 5 millions de logements. Les organismes de la FAPIL produisent autour de 300 logements pour un parc de 8 000, pour un patrimoine existant de 8 000 logements. Mais c'est aussi qu'au-delà de l'échelle, c'est pas du tout la même production comme vous l'a montré Un Toit pour tous. C'est pas le même type de production qui est porté par nos adhérents. On est déjà sur une production qui est essentiellement à 90% en réhabilitation, là où les bailleurs sociaux produisent les organismes HLM produisent à 90% en construction neuve. Donc, on n'est pas sur le même type de production. On n'est pas sur les mêmes typologies de logements produits. Arthur Lucet le disait, les organismes de la FAPIL, Un Toit pour tous, produit exclusivement des logements dont les loyers sont très sociaux. Donc, le niveau de loyer le plus bas, voire en dessous du très social, c'est le PAI adapté. C'est un produit qui vise à réduire au maximum la quittance pour les personnes les plus précaires. Les organismes HLM, eux, ils produisent avec ce qu'on appelle la péréquation, donc une diversité de logements, des logements intermédiaires, des logements sociaux, des logements très sociaux. Donc on n'est pas sur les mêmes typologies de loyer, de logements, pas sur les mêmes types d'opérations existants ou neufs, et aussi pas forcément sur les mêmes géographies. Et c'est ce qu'on a essayé de formaliser dans la charte de la maîtrise d'ouvrage d'insertion à la FAPIL, c'est que on a quand même une volonté de produire dans des lieux qui sont, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural, mais bien desservis, avec un minimum d'accès aux services, un minimum de possibilités de soutien pour les personnes qui sont logées et qui ont pu ou qui peuvent avoir des difficultés pour se maintenir dans le logement. Donc, l'idée de produire des belles opérations, pas forcément sur des grosses opérations, mais sur des opérations bien situées et qui soient adaptées aux besoins des personnes. Donc, nos organismes produisent une diversité de
de logement. On a vu avec Un toit pour tous que c'est essentiellement des logements diffus, donc répartis dans le milieu urbain, en copropriété ou en monopropriété, mais on a aussi des organismes qui produisent des logements en collectif, au sein de petits collectifs, comme par exemple des pensions de famille. Ce sont des formes de résidence, mais de petites résidences qui offrent aux personnes à la fois un logement et aussi des possibilités de convivialité et de soutien de la part d'un collectif. Selon les besoins des personnes, ça peut être une solution. Nous, les enjeux qu'on identifie au niveau de la FAPIL, on va dire qu'il y a des enjeux permanents sur la production en maîtrise d'ouvrage d'insertion et sur la réhabilitation de logements pour produire du trait social, et donc ces enjeux permanents et qui ont une acuité particulière en ce moment. On en a déjà un peu parlé, Julie l'a aussi abordé en filigrane. Il y a un contexte particulier. Pour nous, les enjeux permanents, c'est effectivement concilier des exigences qui ne sont pas contradictoires, mais qui peuvent être assez contraignantes à concilier, c'est-à-dire à la fois viser une qualité de logement, y compris en termes énergétiques, donc qui vise un confort énergétique pour les personnes, une quittance maîtrisée avec des charges d'énergie maîtrisées, donc qui peut nécessiter des coûts d'investissement, des choix d'investissement plus importants, des opérations plus coûteuses quand on vise une opération très qualitative, avec des gains énergétiques, d'autant plus coûteuses parfois qu'elles peuvent avoir lieu dans des milieux contraints. Quand on intervient sur un bâtiment existant, Un toit pour tous l'a un peu montré, il peut y avoir des contraintes d'intervention qui sont particulières et qu'on ne peut pas forcément prédire. Et avec cette volonté de produire du logement dans des lieux où il n'y a pas forcément une offre de logement social extrêmement riche à la base, ça peut amener aussi des coûts de foncier plus chers. Donc, on a des exigences de qualité d'un côté et en même temps une exigence de quittance réduite au minimum pour des locataires qui n'ont pas forcément beaucoup de ressources, voire n'ont pas de ressources du tout. Donc, le premier enjeu, c'est de concilier cette double exigence. Pour ça, l'enjeu qu'on voit, nous, au niveau de la FAPIL, c'est vraiment de défendre des conditions de financement à la hauteur pour préserver, pour encourager ce type de production très particulier. On voit que du coup, ce n'est pas vraiment le même modèle que les organismes HLM qui peuvent compter sur toute une palette de logements différents pour équilibrer leur opération. Là, on est vraiment sur des opérations qui sont assez contraintes, assez particulières et puis assez petites aussi. L'autre enjeu de défendre, nous, au niveau de la FAPIL, des conditions de financement, un soutien des pouvoirs publics notamment important, c'est que au-delà du type de logement produit, nos organismes, c'est souvent des relativement petits organismes, relativement récents, des associations qui n'ont pas forcément des ressources ou qui n'ont pas forcément un patrimoine extrêmement important qui leur permet de produire, en tout cas sans soutien public. Nous, on dit que le soutien de la puissance publique, des pouvoirs publics et des collectivités locales est extrêmement important pour permettre, et des partenaires, notamment de la Fondation Abbé Pierre, extrêmement important pour permettre de préserver cette production-là. Le dernier enjeu, mais ça qui concerne beaucoup de bailleurs et pas que les organismes de maîtrise d'ouvrage d'insertion, c'est de naviguer dans des cadres réglementaires qui évoluent constamment. Et aujourd'hui, ces dernières années, ça a été une belle manifestation, une belle illustration de ces cadres réglementaires, avec notamment sur les réglementations environnementales pour produire en construction neuve, mais aussi pour encadrer le patrimoine existant, donc les logements qui sont déjà produits. C'est un cadre réglementaire qui a énormément évolué. Et du coup, les organismes et les bailleurs sociaux doivent en permanence s'adapter à ce nouveau cadre réglementaire dans leur manière de produire notamment. Et ces enjeux un peu permanents, nous, on leur voit une acuité extrêmement forte en ce moment, avec donc ce contexte très inflationniste qui peut être, qui est en tout cas très prégnant en ce moment, qui porte à la fois sur des hausses des coûts de travaux qui affectent les opérations en cours. Nous, on voit que certains de nos adhérents nous disent on ne peut plus aller sur certaines opérations en ce moment puisque les coûts d'opération sont trop élevés en fait. On n'arrive plus à les financer, à les équilibrer. Une inflation sur les coûts de l'énergie qui touche pour le coup plutôt le parc existant et les locataires existants. Donc, comment
nos organismes travaillent à limiter cette hausse des coûts. L'autre contexte inflationniste, il porte sur la hausse des taux d'intérêt. Nos organismes se financent notamment par l'emprunt et une hausse des taux d'intérêt, ça affecte aussi nos organismes de ce point de vue-là. Et des exigences nouvelles qui sont communes à tous les bailleurs, propriétaires privés, bailleurs sociaux, organismes de maîtrise d'ouvrage d'insertion, sur la rénovation du parc existant et le fait que de ne plus pouvoir louer, c'est une très bonne chose, des logements dont on considère que c'est des passoires énergétiques, c'est une très bonne chose, mais ça implique un investissement de la part de nos organismes pour connaître leur parc, connaître l'étiquette énergétique de leur parc et puis rénover le cas échéant pour le mettre à niveau. Donc voilà un peu les enjeux. Nous, on identifie aujourd'hui à l'échelle nationale. Merci beaucoup, Valentine, pour cette présentation. Merci à tous. On a eu déjà un panorama assez clair de cette activité de maîtrise d'insertion. Je propose de peut-être tout de suite passer à la partie questions. On a d'ores et déjà 2 questions dans la boîte de questions, je vais l'appeler comme ça, si vous me le permettez. Alors, la première question s'adresse du coup plutôt à un toit pour tous. Est-ce qu'on aurait des données sur la répartition des logements selon les classes énergétiques? Et puis, on va la prendre dans le même temps parce que c'est quand même des choses assez proches comme sujet. Qu'est-ce qu'on gagne en termes de classe énergétique avec les travaux qui sont réalisés au moment de l'acquisition? Je propose peut-être de répondre tout de suite, si vous voulez, ou on attend d'autres questions, comme vous voulez. Yannick, vas-y peut-être sur ces réponses. Et puis, si certains souhaitent réagir, vous pouvez lever la main ou saisir la boîte à questions. Alors, sur la deuxième question, qui est peut-être la plus simple à traiter, c'est sur le gain énergétique entre le avant-après, finalement, d'une réhabilitation. Il y a 2 types. Généralement, on achète des logements en mauvais état, parce que c'est là où on est plus compétitif en termes de prix acquisition. On part du principe qu'on est sur une étiquette E, pour faire simple, FAE, et on les remonte sur du C, un bon C en copropriété. C'est à peu près ça qu'il faut se mettre en tête. Donc, on est minimum 2 classes minimum, c'est ce qu'on fait, voire des fois 3 quand on a des logements qui sont vraiment en mauvais état ou alors qui sont très, très énergivores au départ. Après, on a la deuxième partie, Arthur l'avait bien dit aussi, on a les logements qui sont en monopropriété, où là, on peut intervenir sur l'enveloppe. Alors là, on est pareil, on part sur du E et du F, mais là, on arrive à aller sur du BBC rénovation, c'est-à-dire de l'étiquette B. Donc, on est plus sur deux étiquettes en copro et 3 sur de la monopropriété, pour faire simple. Ensuite, sur la question de a-t-on une idée du parc et de la qualité thermique du parc d'un toit pour tous? Oui, on a une idée. Ça fait partie du plan stratégique de patrimoine. Après, je vais juste vous dire qu'on a très peu de logements qui sont énergivores, mais on en a repéré quelques-uns. Je ne vais pas mettre trop de qualité sur ce diagnostic-là parce qu'on est en train de tout reprendre finalement avec la nouvelle règle des DPE et avec les mêmes diagnostiqueurs. Donc, on a une campagne qui est un peu lancée en ce moment là, sur la réalisation de DPE avec la nouvelle réglementation des DPE qui ont changé. Et du coup, on est un peu dans cette démarche-là. Mais on a très peu, c'est un paramètre bien sûr qu'on suit dans le temps, mais on a très peu de logements énergivores. Et pour la plupart, ils font déjà l'objet soit de réhabilitation en cours, soit de surveillance active. Merci beaucoup. Je me permets de compléter ce que dit Yannick. C'est vrai que nous, notre gain moyen de 64% d'économie d'énergie, l'essentiel, c'est de la rénovation souvent de bâtiments en monopropriété extrêmement dégradés, où des fois, je pense que les DPE avant travaux ont parfois été un petit peu surestimés aussi, parce que des trucs qui pouvaient être à 1500 kWh, enfin, juste à un moment donné, juste c'est une passoire, mais bon, c'est peut-être un peu too much. Et que la difficulté, là, dans les productions d'un toit pour tous, c'est quand même le gros de la production, c'est quand même en copropriété, où on ne peut pas faire tout ce qu'on veut en copropriété. Donc, on est forcément un peu plus contraint sur la question du gain, même en faisant un travail correct. Donc, on l'a compris, en effet, le type de propriété du logement va impacter ce qu'on va pouvoir faire en termes de gains énergétiques. Est-ce qu'on a d'autres questions
de la part des participants. N'hésitez pas soit à lever la main, soit à écrire dans le chat. J'en profite pour relayer le message, bien évidemment, qui que vous soyez, si vous voulez en savoir plus sur ce qu'il est possible de produire en termes de logement social ou sur un bâtiment. N'hésitez pas à contacter l'équipe d'Un Toit pour tous. Donc, vous avez l'adresse mail dans la discussion, je la redonne, c'est contact@untoitpourtous, tout attaché, sans point, sans trait d'union, sans quoi que ce soit, .org. Donc, n'hésitez pas à contacter l'association qui pourra répondre à vos questions et puis procéder un petit peu à tout ce que Yannick a présenté dans le détail tout à l'heure. Et effectivement, vous avez des informations sur le site d'Un Toit pour tous auquel vous pouvez accéder. Écoutez, je ne vois pas de main levée. Est-ce que les intervenants, vous souhaitiez rajouter quelque chose? Il y a une question. Il y a une question, oui, je viens de la voir en même temps. A-t-on des actions de maîtrise des charges en direction des locataires? C'est une question, c'est vrai, notamment au vu de l'actualité qui se pose d'autant plus. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite répondre à cette question, Arthur? Je peux répondre, bien sûr qu'on fait des choses. Déjà, on a systématiquement les travailleurs sociaux qui peuvent dès lors qu'ils sont en accompagnement d'un ménage, intervenir pour déjà regarder factuellement où on en est sur les niveaux de facture et du coup détecter éventuellement s'il y a des choses qui paraissent anormales au niveau des factures et donc faire un travail à ce niveau-là. On peut orienter d'ailleurs vers des partenaires qui sont en capacité de faire ce qu'on appelle des diagnostics socio-techniques liés à l'usage du logement, permettre de faire des mesures sur qu'est-ce qu'ils consomment vraiment, pourquoi. On est en capacité aussi d'intervenir en interne via le service patrimoine qui peut, dès lors qu'on remonte des choses qui paraissent incohérentes, tout de suite aller voir s'il y a quelque chose qui ne passe sur le logement, si c'est un logement qui est plus ancien chez nous et que ça s'explique et qu'il est repéré d'ailleurs pour une opération de réhabilitation en cours, ou si à l'inverse, les consommations nous étonnent très fortement et donc on a des outils comme des clés USB qui permettent qui permettent de mesurer par exemple les températures, les degrés d'humidité dans un logement et qu'on peut laisser dans certains lieux du logement pendant une période donnée avec l'accord du ménage pour pouvoir à partir de ces relevés observer ce qui se passe. Donc, je redonne toujours l'exemple un peu caricatural mais assez drôle que remontait Yannick de la personne qui disait qu'elle avait froid dans un logement qui pour nous était tout neuf, tout récent, tout bien isolé. Et en fait, le fait de mettre ces clés a permis de détecter que la fenêtre était ouverte toute la journée, mais parce que la dame, elle avait un chat, il fallait que le chat il sorte. Mais ça, elle ne nous l'expliquait pas quand elle disait qu'il faisait très froid dans son logement. Donc, en première intention, on aurait pu se dire, mince, il y a quelque chose qui s'est mal passé dans la réhabilitation, et en fait, on est sur l'usage. Voilà, donc c'est un des premiers éléments aussi, c'est comment on récupère des informations pour savoir si c'est un problème de bâti technique ou si c'est un problème d'usage, pour essayer, voire même encore un problème de paiement de facture qui n'est pas forcément lié à un usage. Donc, on peut avoir différents leviers d'intervention à ce niveau-là, sachant qu'on a aussi un groupe de bénévoles qui a longtemps agi sur ce sujet-là, qui est en train de se reconfigurer. Donc, on est en train de regarder comment on peut, aux côtés de nos bénévoles bricoleurs qui viennent plutôt pour aider à monter des meubles, etc., remobiliser une action un peu ciblée sur cette question-là, en lien aussi avec notre partenaire GEG, donc Gaz Électricité de Grenoble, qui est un partenaire historique et qui est prêt à nous appuyer là-dessus avec des conseils, du petit matériel. Donc voilà, donc on est assez actif sur le sujet et on est sans cesse en train d'essayer d'adapter nos actions. Et une grosse composante quand même, usage, compréhension. Et donc, ce n'est pas le tout de donner des matériels performants au ménage. Il faut aussi qu'on puisse à la fois nous les entretenir et les maintenir et les régler, et à la fois que les ménages les utilisent bien. Donc, attention aussi à la surtechnologie ou aux pompes à chaleur trop performantes mais qui nécessitent 70 réglages. Si on n'a personne qui est capable de venir les entretenir comme il faut ou un ménage qui n'est pas capable de l'utiliser parce que quand vous êtes en face de l'appareil de réglage, c'est très compliqué, y compris pour nous, pour tout le monde. Voilà, donc il y a vraiment des arbitrages à faire là-dessus. Et donc, ça rejoint la question que soulevait Julie. OK, il faut baisser le gaz, mais qu'est-ce qu'on va trouver de plus efficace et au final de plus économique? Voilà, attention aux fausses bonnes solutions, aux trop de technologie ou à l'incapacité à suivre la technologie. Voilà. Donc, c'est installer des pompes à chaleur. Si personne ne sait venir les entretenir, ou les régler ou les dépanner, c'est pas forcément bien. Alors, les choses sont en train de se diffuser, mais
Voilà, il y a une vraie veille là-dessus et on en est même là aujourd'hui à déjà pas savoir classer nos logements, puisqu'avec les nouveaux DPE, il y a plein d'interrogations sur comment vont être classés nos logements. Donc, on est un peu dans l'expectative sur toutes ces questions-là, croisées avec le coût de l'énergie qui augmente. Donc, c'est un gros sujet d'actualité qui est à la fois très intéressant, mais sur lequel il faut faire les bons choix. D'où l'intérêt aussi de le partager, de compiler les choses au niveau national, de s'appuyer sur les fédérations, sur les retours de pratique pour avancer plus sereinement. Merci beaucoup, Arthur, pour cette réponse. L'heure a déjà bien tourné, donc je vous propose de s'arrêter ici. Je vous remercie tous pour votre intervention, votre participation à ce premier webinaire qui ouvrait donc les 3e rencontres d'un toit pour tous. On vous donne rendez-vous dans une petite quinzaine de jours, donc le mardi 8 novembre, pour le prochain webinaire qui s'intitule « Logement, précarité énergétique et santé des étudiants ». Après, donc, ce sera un rendez-vous hebdomadaire jusqu'au mardi 6 décembre où on se retrouvera tous ensemble, non pas derrière nos écrans, mais en présentiel pour un séminaire donc, qui donnera suite à tous les échanges qui auront eu lieu dans ces webinaires. Bien évidemment, je rassure tout le monde, il n'est pas obligé de suivre tous les webinaires pour comprendre ce qui se dira le mardi 6 décembre. En tout cas, on vous retrouvera avec plaisir pour tous ces prochains rendez-vous. N'hésitez pas à suivre toute l'actualité de ces rencontres sur le site d'Un Toit pour tous. Et puis, comme on le disait, si vous avez des projets de réhabilitation ou autres, n'hésitez pas à prendre attache avec l'équipe d'Un Toit pour tous qui répondra à toutes vos questions. Merci à tous et belle journée et à très bientôt pour d'autres webinaires.